écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue sur Radio Ma'arif, nouveau podcast Histoire, la quête continue. Les intervenants ne faiblissent pas, la production se maintient, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. On est aujourd'hui avec Mustafa Kadeli. Salut Mustafa. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça roule. Très. Content de se retrouver de nouveau à Radio Ma'arif. Écoute, on est encore plus content de te recevoir, d'autant plus qu'aujourd'hui tu joues à domicile. Tu joues à domicile parce que la période qu'on va aborder, le sujet qu'on va aborder, c'est pile dans ta spécialité. On va parler du Maroc du début du XXe siècle. On va parler d'un personnage qui s'appelle Qaïd Issa Ben Omar, qui a beaucoup fait parler de lui. Alors on va parler de politique, on va parler de ce qu'est un Qaïd, on va parler du personnage de celui-là en particulier qui a officié dans la région de Abda, donc côte atlantique, au sud de Casablanca, enfin autour de Esfi, pour parler avec les références de tout le monde. Et on va parler également de musique, puisqu'il y a une certaine Kharboucha, qui serait appelée officiellement sans doute Hadda, ou Hadi Ouda, qui intervient dans cette musicienne-là, qui intervient dans ce film, dans l'épopée de cette période-là. Par où est-ce que tu veux commencer l'histoire de ce Qaïd Issa Ben Omar? Nous sommes à la fin du 19e, début 20e. Période trouble assez. C'est l'un des fameux grands caïds de l'Atlas et du House. On le rappelle un petit peu pour mémoire, il y a 3 ou 4, même 5 noms qui apparaissent régulièrement. Le Qaïd al-Glaoui, le Qaïd al-Gundafi, le Qaïd al-Mtougi, le Qaïd al-Ayyadi, le Qaïd Issa Ben Omar. Donc les 5 piliers un petit peu parce que ils jouent des rôles autour de la capitale Marrakech, et surtout ils apparaissent sur la scène avec l'histoire de Moulay Abdelaziz, Moulay Abdelhafid. Mais c'est une longue histoire parce qu'au début, c'est Issa, on est dans la région de Abda, la tribu tout autour de la ville d'Asfi. Si on veut planter le décor, il faudrait revenir quand même à cet espace qui faisait historiquement partie de ce qu'on appelle le pays d'Idukala. Dans les sources, on parle de ce pays de Doukala, au moins depuis la période almoravide. Oui, on a de très vieilles cartes avec Doukala écrites. Absolument. Absolument. Et c'est à peu près, Doukala, à l'origine, on dit que c'est de l'Atlas jusqu'à l'Atlantique. Parce que même dans l'étymologie des termes, on a plusieurs interprétations, mais la plus basique, la plus simple, c'est la paume de la main, c'est la paume de la main, c'est-à-dire entourée la plaine. La montagne, comme la paume de la main, quand on regarde bien la main, il y a, on dirait une colline, 2 collines des 2 côtés, c'est-à-dire un peu l'Atlas et la côte, parce que aussi la côte par là-bas, il se forme de falaises, ce ne sont pas des plages plates comme on en voit ailleurs, c'est Jorf, absolument. Jorf, d'ailleurs, on a le terme très courant. Et ensuite, la famille de Issa Ben Omar, l'ancêtre de la famille, c'est Omar, était un shir d'une fraction, le Bhatra. Et petit à petit, ça devient Qaïd, et le Bhatra n'est qu'une fraction de Abda. À côté, il y a Ahmar, à l'est, au nord, il y a Doukala, au sud, il y a Chiadma, et Chiadma piétine un petit peu sur le territoire, parce que là, il y a l'embouchure de Tensift qui vient de la région de Marrakech. Ça, c'est pour un petit peu localiser le territoire. Cartographie tribale. Oui. Avec beaucoup de... Pour Abda, il y a énormément de fractions. Au début, c'est plusieurs caïds, et petit à petit, avec Issa Ben Omar, justement, il va arriver à supplanter tous les autres concurrents pour devenir le seul caïd de Abda. Alors, un Qaïd, c'est quoi? C'est le représentant du sultan au niveau de la tribu, mais c'est en même temps le représentant de la tribu au niveau vis-à-vis du sultan. Donc il y a un double rôle, un double jeu, de part et d'autre. Il exprime la volonté du groupe, parce qu'on sait comment, en général, les caïds se font. Alors des fois, c'est quelqu'un du Marzan qui est nommé du centre, de Fès ou de Mrakch, et des fois, c'est un caïd qui émerge, un shir qui émerge localement et puis qui arrive à s'imposer vis-à-vis de ses frères, comme on dit, c'est-à-dire sa propre fraction, et puis il commence à s'imposer au niveau des fractions voisines, et dès qu'il a un poids, il rentre en contact avec le Marzan central et il peut arriver à avoir un dahir de nomination sur ses frères, comme on dit. Donc c'est un dépositaire de pouvoir
avec la non-séparation du pouvoir qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire il est chargé d'énormément de choses, bien sûr, l'administration de son groupe tribal, la gestion des affaires concernant par exemple le voisinage. Dans le cas de Abda, on est sur les marches de la ville d'Asfi, une ville portuaire très importante qui a joué des rôles très importants dans l'histoire commerciale et l'histoire économique, et d'ailleurs sa famille a émergé grâce à ce commerce avec les Européens. Ils avaient réussi un petit peu à, pas aménager, mais en tout cas faire du commerce directement avec les Européens par un petit port naturel qui s'appelle Cap Bedouza, qu'on trouve sur il y a un très beau phare. Absolument, d'ailleurs on l'appelle aussi Cap Quentin. Alors je sais pas, des fois les Marocains préfèrent les mots étrangers que mots marocains, mais jamais entendu Cap. Sur les comptes sur Cap Bedouza, j'ai jamais entendu. Non, c'est Bedouza, localement il est connu par Bedouza, mais des fois sur les cartes on trouve Cap Quentin comme de nombre depuis Cap Spartel jusqu'à Cap Bojador, jusqu'à Cap Blanc, et ainsi de suite, tout au long de Cap de l'eau, absolument, tout au long de l'Atlantique et de la Méditerranée. Alors attends, ce Qaïd Aïssa Ben Omar est nommé par qui en fait? Par Moulay Hassan, par Moulay Abdelaziz, par qui? Par Moulay Hassan, mais d'abord sa famille commence à s'imposer petit à petit. Il y avait son oncle, il y avait son neveu, et puis on parle de deux périodes. Le moment où la famille était un petit peu caïd de la fraction de l'Bhathra, et en 1879, nous sommes à l'époque de Hassan Ier, Issa arrive à s'imposer face à l'ensemble des conquérants et de devenir le caïd de l'ensemble des tribus de Abda. Et c'est là que va commencer une nouvelle phase dans l'histoire de cette famille, parce qu'il va s'agrandir, il va s'occuper même du cheptel du sultan, parce que vous savez, à l'époque, on peut confier des cheptels pour... On parle de cheptel de quoi? De chevaux? De tout, chevaux, mulets, moutons, vaches, etc. Ça, c'était très courant que le sultan confie ses biens pour être entretenu, bien sûr, avec la règle du quart. Ouais, du quart, c'est-à-dire... prendre le quart sur la production, comme font les bergers aujourd'hui. C'est ce qui est dur à comprendre aujourd'hui avec les référentiels actuels, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un personnage très puissant, le Qaïd, si j'ai bien compris, qui a sous sa main la justice locale, il a la collecte d'impôts. C'est bien ça. Oui. Il gère à titre privé, mais est-ce qu'il y a vraiment du privé et du public dans cet environnement? Je crois pas. Il gère les animaux du sultan, enfin des animaux, par exemple, le bétail, etc. Il est chargé de maintenir l'ordre dans sa région. Il est tout ça à la fois. De protéger les étrangers quand ils sont de passage, de rentrer en relation sur ordre du sultan avec les étrangers comme c'était son cas, même si la ville d'Asfi avait un pacha. Benhima, donc d'ailleurs il rentre. Alors en le pacha c'est la ville quoi. C'est la ville. Voilà, lui c'est la région. C'est la région. Il est au-dessus du pacha. Non. Le Qaïd, quand on dit le Qaïd, c'est la tribu. Le pacha c'est pour la ville. D'ailleurs c'est. Il est où son palais à Qaïd Aïssa Ben Omar? C'est dans sa tribu de l'Bhatra. Le nom Tamra, exactement, je crois. Parce que c'est une construction noble, quoi. Oui, comme tous les Qaïd, il faut avoir une construction noble avec. Mais pas Asfi. Asfi, c'est non, c'est pas en ville. C'est une sorte de petit magasin local avec c'est une réplique locale. Absolument, le personnel qui va avec le Qaïd de son choix, si j'ose dire, même s'ils n'utilisent pas le terme. Ses soldats. Ses soldats, son armée. Vous savez, Abda, paraît-il, à un moment donné, je ne sais plus à quelle période des Saadiens au début des Alaouites, ils étaient capables d'aligner, paraît-il, jusqu'à 14 000 cavaliers, donc pour donner une idée sur la démographie. Et puis, quand même, il faut le signaler, nous sommes dans un espace, on disait, de Douala qui... On dit qu'elle était de Snahaja, c'est-à-dire on a une trace des Almoravides. D'ailleurs, Azmour dit Snahaja, on dit dans les textes historiques. Et ensuite, ça devient Almohad. D'ailleurs, la région de Tkala a résisté aux Almohad et Abdelmoumen vraiment les a pratiquement, pour ne pas dire le mot massacré, mais en tout cas puni sévèrement, d'où la crise démographique qui a eu lieu pour que Yaqub al-Mansour installe une partie de Bni Hilal dans la région pour lui redonner une vie démographique. Et jusque-là, Abda n'apparaît pas dans la photo. On parle un peu de Douala d'une manière générale. Abda apparaît à un moment donné dans les problèmes de succession des enfants de Moulay Ismaïl. Là, ils essayent de jouer sur les histoires d'alliance. Et là, on commence à voir une tribu qui s'appelle Abda, qui s'autonomise, à peu près. Nous sommes au XVIIIe siècle et qui apparaît comme une tribu à part, séparée de ce qu'on appelait historiquement la région de Douala. Alors revenons à notre ami Qaïd Aïssa Ben Omar. Donc il s'est imposé comme l'homme fort de la région. Il représente le Mkhzen. Oui.
Il est un homme dur, paraît-il, Comme tous les caïds. dans une période trouble, vu qu'on est sous le règne de Moulay Abdelaziz, ou là déjà de Moulay Hassan. Déjà de Moulay Hassan. Moulay Hassan, absolument. Et d'ailleurs, c'est là qu'il rentre en relation avec le Makhzen central et il commence à se faire des amis parce que on va voir comment l'impact de tout cela va se faire. Et il commence par sa première amitié était avec le Hajib de Hassan Ier qui était Ahmed Ben Moussa, qui n'était pas encore le puissant qu'il est devenu par la suite. Alors bien sûr, on va pas te demander de nous reposer tout le contexte, mais il y a beaucoup de podcasts qui sont consacrés à cette période. Si je peux me permettre de résumer, gros problème, crise financière, d'où pression fiscale, d'où instabilité politique, avec quelques catastrophes naturelles pour mettre de l'ambiance, pression étrangère. Les protégés. Voilà, pression étrangère via le système des protections, pression étrangère également via les appétits colonialistes il faut se rappeler qu'à cette période, la France est déjà installée en Algérie, enfin les la pays. Défaite de Tétouan, La défaite de Tétouan, la défaite d'Isly. Absolument. Bref, on va pas faire tout ça, mais la situation n'est pas bonne. Et ça va peut-être jouer un rôle dans la relation qui va se nouer, en fait, des tensions qui vont se créer dans la région d'Abda, gérée par Khaïd Issa Ben Omar. Oui, c'est la pression fiscale, et d'ailleurs c'est là que va apparaître un grand problème quand il va rentrer en conflit avec une fraction de sa propre tribu, le Bhatra, qui sont la Zaidi, qui font émerger cette dame assez connue par Kharboucha, et probablement il s'appelait Hadda ou Hadioуда, qui était de la Chaouia. Et c'est un très long conflit. Il les mange, comme on dit, il les détruit, il les chasse de leur territoire et il s'est réfugié dans la ville d'Asfi. Et c'est tout un film, parce que bien sûr ils sont protégés par le pacha de la ville, et là il y a un conflit énorme qui s'installe entre le Qaïd Sirissa, le Hamza Ben Hima qui était le pacha de la ville, et Oulad Zaïd qui était en otage entre les deux, en essayant de se protéger avec beaucoup de correspondance avec le sultan, et Ahmed surtout, parce que cela se passe à peu près, je crois, 1895, c'est-à-dire à l'époque de Moulay Abdelaziz. Ahmed était encore aux manettes, et là c'est vraiment la régence de Ahmed. C'est la régence de Ahmed, et surtout la catastrophe de cette histoire avec une fraction de sa propre tribu, je veux dire, on dit le Bhatra, Oulad Zaïd, ils en font partie, donc normalement c'est ses frères, comme on dit, c'est pour ça que la chanson est le Qatl Khoutou, quelque chose comme ça. D'accord, on va parler de la chanson, mais avant, il faut quand même donner une idée dans l'ampleur des tensions. Il y a des batailles armées, il y a des... Oui, on parle de ça. Non, c'est la guerre. C'est la guerre, ils les chassent même de leur territoire. Je veux dire, ils s'accaparent leur bétail, leur territoire, malgré quand même, je veux dire, la fratrie, mais il y a des challengers, si j'ose dire. C'est le challenger qui est le challenge et qui... à l'origine du problème, c'est quoi? C'est un problème d'impôt? C'est un problème de comportement? Qu'est-ce qui provoque la révolte de sa propre tribu? Il est challengé. Il est challengé par le cheikh de la fraction qui se révolte contre lui. Il est challengé sur quel domaine? Sur la direction des affaires. Un cheikh de fraction, normalement, il est un peu élu par son groupe. Il est riche, il a des terres également, il a sa puissance au niveau de sa fraction. Il peut suivre aveuglement son caïd, comme il peut le challenger, au moins lui refuser, au moins lui résister par rapport à certaines choses, parce que l'impôt qui est donné par les différentes fractions tribales est versé à Marrakech. On a même les statistiques, vraiment, ça donne une idée sur la richesse de la tribu au niveau de la production des céréales et aussi du bétail. Ensuite, quand même, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un contexte où plus on grandit, plus on a plus de dépenses, plus on a des revenus et des dépenses. Parce que figurez-vous que, par exemple, pour réprimer la révolte de Zaïd, c'est Aïssa demande de l'aide du sultan, donc il lui envoie des cartouches, des fusils, du matériel de guerre, etc., mais à crédit, qu'il fallait rembourser, et après les lettres ont suivi de rembourser le crédit, parce que c'était quand même une somme colossale. Donc je veux dire, il fait la loi, il fait la sécurité, mais à ses frais. Ouais. Et il a le droit de prélever, justement. C'est ça toute l'ambiguïté de ce système qui fait que, de l'autorité, en quelque sorte, et du coup ça crée ces problèmes. C'est pour cela que les caïds étaient toujours à l'époque dans cette logique d'expansion, d'augmentation de ressources, et surtout avec tout le système de cadeaux pour les hajjs, pour le grand vizir, pour les différents vizirs, pour les caïds à côté qui sont puissants, parce que, bon, les pots de banane et tout ça, parce que chacun lorgnait sur le territoire de l'autre. Je veux dire, la compétition était classique. C'est un territoire plutôt riche en termes agricoles, il me semble. Les deux, on parle de Blad al-Hasba. D'ailleurs, on a le style de l'État de Blad al-Hasba. Or, Blad al-Hasba, il y a une partie qui est caillouteuse, des roches à ras de terre, donc non labourables. D'accord. On a des espèces de cuvettes,
Quand on visite la région, on comprend un petit peu, mais surtout l'élevage, parce qu'on oublie que historiquement, quand même, les plaines, avant d'être des lieux de production céréalière, étaient en majorité, comme une bonne partie de la Chaouia, une bonne partie d'élevage, d'éleveurs, de pasteurs. On a l'exemple dans la plaine, enfin, même s'ils ne font pas partie de la Chaouia, de Bnimskin, qui sont des éleveurs par excellence, avec le fameux Sardi, et ils n'ont jamais été agriculteurs comme ils sont devenus aujourd'hui. Alors, on a ces tensions-là, on a cette guerre contre sa propre faction tribale qui se révolte, on a des morts, on a, je crois, même une grande bousculade à Esfi, où je ne sais pas si les gens vont se faire piétiner. Oui, il se réfugie d'ailleurs dans le sanctuaire de Sédé Ben Salah, le grand marabout de l'époque mérénide. Alors, on raconte, si tu cliques un peu sur Internet, tu dois savoir mieux que moi, qu'on reproche à Al-Qaïd Issa ibn Omar une félonie lors d'un repas de réconciliation où il aurait exécuté les chefs de cette tribu-là, alors qu'ils étaient censés se poser pour négocier, faire la paix, et la tribu n'était pas loin, puisqu'elle était là pour suivre les négociations, et il y a eu un massacre. Alors, ils étaient réfugiés dans ce sanctuaire, et normalement le refuge dans le sanctuaire, c'est la sécurité, puis ils demandent à négocier avec eux, ils sortent, donc normalement, le respect de la parole donnée, c'est un élément fondamental dans l'histoire, et surtout quand quelqu'un se réfugie dans un sanctuaire, comme c'était la tradition pour demander l'aman ou la protection, le hurm, et finalement, oui, il les massacre, il coupe les têtes, et il massacre, il saisit les biens, etc. Et ça empirer encore son histoire avec les Oulad Zaïd. C'est pour ça que peut-être l'impact de ce chant, de ces fragments de chants qui sont restés et qui ont été reproduits de génération en génération, notamment avec sa disgrâce, avec les Français en 1914, on va y arriver. Donc du coup, peut-être ça a donné survie parce que, un petit peu, je dirais pas c'est la norme de la grande majorité, mais les fameux grands caïds étaient connus par ce genre de violence. Vous savez même, de caïds voisins peuvent rentrer en concurrence. On a les guerres du Gundafi avec le Glaoui. Donc on a même des compétitions de grands caïds à un moment donné pour une histoire de territoire. Non, telle tribu doit dépendre de moi. Non, on va faire la guerre. On fait la guerre et pourtant les deux sont alliés au Marzan. Ils travaillaient avec le Marzan et chacun avait son dahir de nomination, mais ça n'empêchait pas cette compétition. Donc, je veux dire, quelqu'un qui challenge Issa, la réaction ne peut être que violente parce que, bien sûr, on pourrait comprendre que l'objectif final, c'était carrément peut-être de lui prendre le statut de caïd et de devenir caïd à la place du caïd, c'est-à-dire par un système. Ça peut passer par la corruption, comme ça peut passer par la puissance. Alors tu nous dis que ces comportements, ces tensions n'étaient pas isolés. Par contre, ici, elles sont arrivées à nos oreilles. Si on en parle, si YouTube en déborde, c'est parce que cette fameuse musicienne, cette Cheikha Kharboucha, a chanté, porté la voix de sa tribu, a attaqué frontalement le caïd Issa ibn Omar en le décrivant de façon plutôt dure dans ses textes. Et pour la puissance de l'art, d'ailleurs, ça fait que cette histoire-là, elle est connue et on en parle aujourd'hui. Voilà. Oui, je dis, normalement, peut-être il y en a plusieurs, hein, les chants en tout cas, mais ces bribes qui nous sont restées par rapport au Qaïd Issa, mais pas pour d'autres Qaïd, quoique on a une autre qui évoque Sidi Bouatman, Qaïd l'Iyadi, etc. Une autre Aïta, c'est à ma connaissance un petit peu les deux qui viennent de ce moment de début du XXe siècle. C'est celles qui sont restées surtout. Absolument. Les rebelles de la Haïta. Oui, et puis même on a des chroniqueurs, des gens qui ont laissé des manuscrits, pour une fois, ils ont utilisé des couplets de Kharboucha ou de Hadiouda dans leur texte manuscrit, ce qui n'était pas dans l'habitude. Et c'est justement le professeur Abdelhad Sebti qui nous a parlé de ces historiens-là qui intègrent des éléments de culture populaire. D'ailleurs, je voudrais quand même rappeler quelque chose de fondamental. Ça a été rapporté par le Mokhtar Soussi, qui avait reçu les confidences un peu du Bachabno, qui était la main droite de Moulay Hafid, et qui lui a rapporté que Issa ibn Omar lui avait raconté une anecdote. Jeune, khalifa de son frère était encore en vie, et il fréquentait une dame, une chikha. Il n'en nomme pas, il ne donne pas le nom, en cachette bien sûr. Et une fois ou un jour, le caïd, donc le frère de Issa, se rendait chez le sultan et la tradition voulait que le khalifa, donc Issa, avec des cavaliers, accompagne le caïd jusqu'à la limite du territoire de la tribu avant de faire les adieux. Et là, Issa dit, mon frère m'appelle, il me dit, je m'en vais, va voir ta cheikha encore. Il a dit,
J'avais honte. Si la terre s'ouvrait, je me serais engouffré dedans. Parce qu'il croyait que son frère n'était pas au courant. Donc on dirait qu'il y a une relation, a priori, entre Issa et cette dame qui vendait son savoir-faire musical dans des soirées privées à droite et à gauche, mais pour quelqu'un de notable déjà qui fait partie du Marzen, amené à être caïd à l'avenir, a priori c'était mal vu par son frère, mais en tout cas il a dit à partir de ce moment-là, il a cessé de fréquenter cette dame, alors qu'il avait l'habitude, d'ailleurs dans le texte, d'organiser des petites fêtes avec ses amis dans une grotte, loin mais ça donne un éclairage encore plus dramatique, ça cristallise cet épisode 0 que tu nous raconte, c'est-à-dire parce que pour nous l'histoire elle commence avec Khalboucha qui défend sa tribu dans des vers, dans des punchlines contre le Qaïd, mais s'ils se connaissaient avant qu'ils deviennent Qaïd, ça devient carrément cinématographique, si tu me permets. Autour de la table d'hôte, il est en arabe, écrit en arabe par le Mukhtar Ceci, traduit en français, il est disponible parce que justement deux personnages avaient l'habitude de manger chaque semaine et lui raconter ses souvenirs, et c'est comme ça qu'il les a notés, et il a donné ce titre fabuleux à ce petit livre extraordinaire sur l'histoire fin 19e, début 20e siècle, donné par quelqu'un qui était au Marzen, qui a grandi avec Moulay Hafid, qui s'appelle Bacha Oumnou, Laoul Driss Oumnou, qui était un chef des armées de Hassan Ier, et puis qui a accompagné Moulay Hafid dans son aventure jusqu'à l'arrivée des Français. Après, il a été mis en résidence surveillée à Meknès, après à Marrakech, et c'est là qu'il rencontre le Mukhtar Ceci. D'ailleurs, il était le tuteur du fils de Moulay Hafid, quand Moulay Hafid a quitté le Maroc, enfin Tanger, le Maroc, et puis l'Espagne, etc. C'est une autre histoire. Donc on a des couplets comme ça qui sont rapportés comme ce petit couplet là que on retrouve dans les écrits Ana abd al-abda ou al-si'isa la Ana abd al-abda ou al-si'isa la Nouda hatta al-Bokchour, nom de lieu, Nouda hatta al-dar Siqdur. Siqdur, paraît-il, c'était le chef gardien de la qsba ou de la maison de Si'isa. Dar Si'isa galou khlat raham qabla al-ma'ashat. Donc du coup ça galou khlat, parce que à cause de cette révolte on attaque sa propre maison. On a d'autres couplets, d'ailleurs on a toujours un refrain de Rjana Flali. رجعنا في العالم اللي معزاني في كوبيتين عرفو يكرهني تعالى نسول كذاك الغادي شكون سبابي حتى خرجت بلادي راه الخوا كل شي يفوت وتبقى العداوه اقايدي رجعنا في العالي. C'est le dernier recours quand on peut plus rien face à le refrain fameux de Oukel Jifa. Oui, on l'a dans un autre couplet. Il y a le Qtar Khoto, il y a le Oukel Jifa. Voilà, c'est un peu un autre couplet. C'est sévère. C'est très sévère. C'est Qtar Khoto, parce que justement, c'était une autre tribu. C'était une fraction d'une tribu voisine qui est devenue sous son autorité. Ça pouvait se comprendre à la limite une sorte de mais une fraction de sa propre fraction. Ouais. Là, c'est. Mais moi, il faut quand même dire peut-être des évidences, mais il faut les rappeler. Il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de cassette, il n'y a pas de CD, il n'y a pas de vinyle. Cette dame chante en direct ses paroles, et ces paroles se transmettent par la parole, en fait, par la voix. Oui. Voilà. Donc ça veut dire que la cicatrice est très grande. Oui, mais ça veut dire aussi qu'elle se met en danger physiquement. Oui, il s'échappe d'ailleurs. Il s'échappe et il va, paraît-il, chez ses oncles maternels, comme d'habitude, on s'échappe chez les oncles maternels, c'est classique en histoire, et chez Ouled Saïd, dans la Chaouia, à côté de Stade. Il va demander à ce qu'elle soit livrée. Oui, c'est Bahmed lui-même qui va demander à ce qu'il soit livré, parce que quand même ça dépasse les bornes. Apparemment les troupes reprenaient tout cela. Bahmed rentre en scène, c'est l'homme fort, nous sommes en 1897 je crois, entre 1895 et 1897, donc 2 ans là, après la révolte des Ouled Saïd et tous les problèmes, et Bahmed demande à ce qu'on l'arrête et on la lui transfert. Alors, je ne sais pas si à Marrakech ou à Fès, 97, je crois qu'il était à Fès. Et les milices de Si'isa la captent en route et l'emmènent à Esfi. Abda. Ouais. Et là, son sort est scellé. On ne sait pas. On a énormément d'hypothèses. Morte probablement, tuée probablement, emmurée vivante probablement, mise dans une mtmoura probablement, enfermée jusqu'à sa mort probablement. En tout cas, on n'a plus trace claire et nette de son sort, mais c'est clair qu'il a été, sauf si leur amitié d'avant peut-être l'aurait un petit peu sauvé de la méchanceté de ce caïd, mais tout le mystère est toujours là, seul Allah le sait.
Oui, c'est un mystère, c'est le mystère un peu d'une martyre de la parole, ouais, ou de l'insolence, ou de la liberté d'expression, ou de la révolte. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est restée dans la mémoire populaire. Elle a encore chanté à ce jour. Et donc, on perd sa trace quand à cette dame? On ne sait pas. À partir du moment où Bahmad la demande, on l'arrête, on l'envoie en route, et en route, une milice de CSA arrive et la kidnappe, en quelque sorte. Il y a un film sur Internet qui présente cette dame emmurée. Il n'y a aucune certitude, tu viens de nous le dire, sur la façon dont elle a fini son destin, dans une geôle, exécutée, emmurée, décapitée, ou juste morte. Ou juste pardonnée, vu l'amitié passée entre les deux. Pardonnée, on l'aurait retrouvée, mais là on la retrouve plus en fait. Voilà. Donc on sait pas. Non, parce que quand même, peut-être elle meurt entre-temps. CSA meurt en 1924, il perd son pouvoir en 1914, Alors pourquoi il perd son pouvoir? On va y arriver, ouais. Mais d'abord, il participe à la grande saga de l'arrivée de la Bay'at de Moulay Hafid avec les grands qaïds du House. Voilà, c'est pour ça que ce personnage est intéressant, parce que Bahmad meurt. Abdelaziz il commence à gérer les affaires, sauf qu'on a un personnage important du Marzen qui remplace un peu Bahmad, c'est le Qaïd Menbi. Il a le mentor un peu du sultan, qui est encore jeune. Qui était jeune, non, c'est Bahmad qui était le mentor de Menbi. Alors, on avait parlé une fois qu'il a été envoyé en ambassade en Angleterre, en 1901. Sauf que les problèmes de l'intérieur du Sérail, tout le clan solidaire, ce qu'on appelle le Sahabo, ça faisait partie des Sahab Menbi, il est arrêté. Comme d'autres cas, il est arrêté, il est mis aux arrêts. D'ailleurs, il rencontre en prison, en quelque sorte, un peu Mrakch, paraît-il, des gens d'Oulad Zayd qui étaient emprisonnés. Alors, certains voulaient lui régler son compte, et d'autres l'ont défendu. Ça n'a pas duré longtemps, le temps du voyage de Menbi, parce que quand le Menbi revient d'Angleterre, elle reprend le dessus, bien sûr. Pourquoi le Menbi, qui est un personnage important de l'État, va en Angleterre? Enfin, quel rapport entre il va en Angleterre? J'imagine qu'il est en mission. Oui. Voilà. Alors, pourquoi on emprisonne ses amis? La lutte des clans. Alors, on profite de son absence pour régler les comptes, etc. D'ailleurs, quand il revient, il arrive à Jdida, il rentre clandestinement à Marrakech, il rencontre clandestinement Moulay Abdelaziz de nuit, et puis dans la nuit, il arrive à reprendre son statut, et du coup, il libère ses amis dans Issa ibn Omar, qui va reprendre du galon de nouveau, il va avoir son daïr, et il va revenir Qaïd, alors que, ça y est, c'était terminé, le titre de Qaïd a été obtenu par quelqu'un d'autre. Nous sommes en 1901. Sauf que là, c'est là que commence tout un processus avec les histoires de Bouhmara, l'affaiblissement du statut de Moulay Abdelaziz, son implication avec les histoires de crédit, sa faiblesse vis-à-vis des puissances européennes, pour avoir cette histoire de la Bay'at de Moulay Abdelhafid à Marrakech le 15 août 1907. Et Issa fait partie de ce groupe de Qaïd qui vont soutenir Moulay Hafid dans sa quête du pouvoir. Et du coup, il est nommé Wazir al-Bahr ou Wazir al-Umur al-Barraniya, c'est-à-dire une sorte de ministre des Affaires étrangères du premier gouvernement de Moulay Hafid, avec le Qaïd Madani Glaoui comme ministre de la guerre au début, puis il devient grand vizir. On a le Mtougui également qui, entre les deux, au début il était avec, contre, etc. Et puis finalement on réussit à le convaincre et il rentre dans le gouvernement. Qaïd al-Gundafi qui garde une sorte de neutralité, il regagne, il participe pas au gouvernement, mais il garde une sorte de neutralité avec un penchant pour Moulay Abdelaziz. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on parle de deux partis, les Azizistes et les Hafidistes, les Azizines ou les Hafidiyin. On a une sorte de deux partis politiques, deux clans, qui vont structurer quand même la période de Moulay Abdelhafid, même si tout le monde finit par reconnaître Moulay Abdelhafid, mais la tension, elle est toujours palpable, parce que justement ces histoires de groupes, de clans, d'alliances, d'empiétement sur les uns et sur les autres. Donc Issa devient officiellement ministre de la guerre et s'installe à Fès. Oui, mais le problème, s'installer à Fès, c'est il est loin de son territoire, il a grandi son territoire, il a grandi même sa puissance, puisqu'il arrive à avoir Asfi dans son gérant, bien avant, quand Hamza ibn Hima est nommé Mendoub du sultan à Tanger. D'ailleurs, on en avait parlé. C'est le même ibn Hima que celui qui était à Asfi. Oui, il est nommé à Tanger, c'est lui qui avait reçu le Guillaume, absolument. C'est le même. D'accord. C'est le même. Il est transféré là-bas comme Mendoub, et là, c'est Issa qui en profite pour mettre la main sur la ville d'Asfi, le port, le commerce, les protéger,
les commerçants étrangers, 10 consuls européens qui sont également installés à Tanger. Donc il commence dans un ensemble de relations et de gestion de problèmes aussi délicats les uns que les autres. Et donc il y a une nouvelle étape dans sa vie qui rentre parce que on le presse de part et d'autre. Les consuls qui défendent leurs protégés, le sultan qui lui demande de faire tawil pour ne pas s'attirer les problèmes, Jean anglais, et il avait une sorte d'antipathie quand même, malgré son statut de sa famille qui était commerçante. Il avait une certaine antipathie des Européens, d'ailleurs, paraît-il, la légende dit que quand il saluait les Européens, il y avait toujours quelqu'un avec tasse, la selle, qui le suit pour qu'il se lave les mains tout de suite, parce que pour lui, c'était un petit peu de la saleté, donc il fallait se laver les mains. Et donc, il est dans cette position, mais en même temps, il est gestionnaire, il arrive à gérer les problèmes, et en tout cas, à essayer de faire les équilibres avec ces Européens-là. C'est pour ça, paraît-il, qu'on voulait de son expérience pour qu'il s'occupe des affaires étrangères. Mais il était flanqué d'un adjoint, d'ailleurs, qui va en prendre le dessus, parce que, d'abord, il n'est pas à l'aise à face, il veut absolument regagner son territoire, l'origine de sa puissance, parce qu'il a peur que quelqu'un le supplante pendant son absence, même s'il est vizir. En même temps, il garde le qaïda de Abda. Ensuite, son adjoint, c'était, je crois, Abdallah al-Fassi. Alors, Abdallah al-Fassi qui va prendre le dessus avec Mokri, et qui ont été envoyés en mission au début en France, nous sommes en 1910, je crois, pour négocier le retrait des Français de la Chaouia, au moins, pourquoi pas Casablanca, et puis finalement, au retour après une année et quelques d'absence, finalement, paraît-il, on revient plus avec un brouillon de protectorat plutôt qu'un retrait des troupes françaises de la Chaouia. Et c'est le moment de la dislocation de ce qu'on appelle le gouvernement de Moulay Hafid, et puis tout le monde part de face, chacun regagne son territoire, le Madani Glaoui repart, il est démis même de ses fonctions, son frère Tami est démis de ses fonctions de Pacha, Issa regagne Asfi, mais bon, il n'est pas démis, il continue à garder son pouvoir de Qaïd, etc. Et nous sommes pratiquement à la veille de 1912 et la signature du traité de protectorat. Donc là, le protectorat est signé en 1912. 30 mars. Le 30 mars 1912. Comment ce personnage va évoluer sous le nouveau système politique, et comment ça se passe pour lui? Le monde a beaucoup changé. Hein. Oui. Le monde a beaucoup changé. Oui, rapidement. Il est passé par la prison. Il est devenu ministre. Il est devenu. Le cahier de toute la tribu de Abda. Voilà. Et il a cru par un de ses obligés la ville d'Asfi. Donc sa puissance, il est là. Et local. Et il adhère au protectorat. Je veux dire, il ne résiste pas, il ne démissionne pas, loin de là. Il est de même. D'ailleurs, notre colonel Mangin était dans son coin. Donc, rapidement, avec l'arrivée de l'IOT, il organise un petit peu l'occupation des côtes à partir de Casablanca, Chaouia. Ils sont arrivés jusqu'à Azmour, c'est Ali Ibn Hamdouchi exactement. Donc, tout de suite après 1912, on traverse le Marbia et on trace. Certains pays de Kuala résistent, d'autres adhèrent. Et c'est Issa adhère et il est de même Mangin et son successeur, je ne sais plus son nom, à pacifier, comme il disait, à conquérir en tout cas les tribus. Donc du coup, on n'a pas de guerre, de résistance à l'occupation coloniale. On a même à côté les caïds de Cherdma et de Haha qui adhèrent, sauf que l'un d'eux, un flous, se révolte un peu. C'est très connu dans les chroniques de l'époque, Dar al-Qadi, quand une petite garnison de soldats français ont été assiégés par les gens de Haha, du caïd Inflous, et donc du coup, on envoie des troupes tribales comme à l'accoutumée pour délivrer cette position de Dar al-Qadi au sud de Souira. Et curieusement, les Abda, le groupe envoyé par Issa, reviennent. Ils ne participent pas, ils font pas la guerre au Qaïd Influs. Et donc ça a fait tiquer les Français. Ils ne comprenaient pas pourquoi cet allié ne fait pas le travail qui lui est demandé, c'est-à-dire celui d'aller aider les Français à délivrer leurs soldats assiégés par les troupes du Qaïd Influs de Haha, qui étaient ralliés au début et puis qui s'est révolté contre par la suite. Et donc c'est le début des problèmes. C'est la disgrâce. Ça se termine par la disgrâce en 1914, parce que paraît-il aussi, au fait,
Il n'arrive pas à comprendre comment un colonel lui donne des ordres. Il n'est plus sous l'autorité du sultan directement comme à l'accoutumée pour recevoir les courriers comme d'habitude, la gestion des affaires, etc. C'est le colonel qui lui ordonne et je crois qu'il ne l'a pas du tout accepté, il ne l'a pas du tout gobé que cette histoire de contrôle des autorités, de contrôle, comment on les appelait à l'époque, le dirige, il lui désigne les missions à faire, il ne reçoit plus de courrier du sultan à part le dahir de nomination, mais ça y est, c'est fini toute une période, nous sommes en période de protectorat, de délégation de pouvoir, et du coup... Il est incarcéré. Non, il est éloigné de son territoire parce qu'il commence à, comme on dit, il peut être à origine de troubles. D'ailleurs, les services de renseignement commençaient à sentir, paraît-il, la tension, et donc on avait peur qu'il galvanise les tribus contre eux, et du coup on l'éloigne vers la ville de Salé, où il est mort en 1924, paraît-il, il n'a vu même pas de quoi s'acheter une bougie à la fin de sa vie. Alors c'est terrible cette période. Je vais te dire pourquoi je trouve que c'est terrible. Parce que quand le protectorat est signé, tu dis que le Qaïd Issa Normal ne comprend pas. Il comprend pas pourquoi les Français viennent lui donner des ordres. C'est bien ça. Ouais. Mais en fait, personne ne comprend. Si tu prends le plan large, on a l'impression que personne ne comprend. Il accueille les Français, il les aide à s'installer sur les côtes, mais en même temps, il comprend pas pourquoi il donne des ordres. Il a son voisin qui se révolte, on lui demande de lui taper dessus, il veut pas le faire. Vers Khanifala, etc., il y a un autre Qaïd, lui, carrément fait la guerre. Il y a d'autres Qaïd qui participe direct. Qui participe directement, je pense au Gleoui, par exemple, voilà. Gundafi, donc il y a le Mkhzen qui est très faible, vu que Moulay Hafid, après avoir signé, il part. Absolument. Voilà, donc on intronise Moulay Youssef, que personne ne connaît à peu près à cette époque-là, si j'ai bien compris. Il était khalifa à Fès, mais bon, les khalifas n'étaient pas très en vue par rapport. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait, comme j'ai compris que ça devait être important, le tour des tribus. Si, au début, il le fait venir à Marrakech, par exemple, parce que quand Mangin fait la conquête de Marrakech, il fait venir Moulay Youssef à Marrakech pour lui donner de l'aura, recevoir les qaïds, etc., etc. Donc ça a été D'ailleurs, quand Lyoté leur organise une réception au Palais Baya, c'est lui ou le Qaïd Laïadi qui a prononcé un discours au nom des Qaïds, ils ont dit les Guélan de, je me souviens plus, qui a lu cette lettre un petit peu au nom de tous les Qaïds en l'honneur de Lyoté et de Moulay Youssef. Donc a priori, les grands Qaïds qui ont compris le système, mais parce qu'il ne faut pas oublier le traité de protectorat en principe, c'est une sorte de délégation de pouvoir pour effectuer les réformes, le fameux Islah. Tout ce dont on a parlé dans le 19e siècle, qu'on ne voulait pas, les coffars, les trucs, etc. Finalement, on accepte de le faire malgré nous et on délègue à deux administrations coloniales, la première et la seconde, de faire ces islahat, donc ces réformes administratives, fiscales, etc., etc. Donc, a priori, pourquoi pas. Mais sauf que là, les Français rentrent dans une logique, et les Espagnols après, dans une logique d'administration pratiquement directe, et c'est au nom du sultan qu'ils essaient d'imposer leur diktat un petit peu aux représentants du sultan, et là, Issa n'arrive pas à comprendre cette logique que, a priori, oui, vous êtes là pour nous aider à réformer, très bien, mais restez dans vos bureaux, on sait ce qu'on a à faire, on vous suit. Mais je trouve ce destin très, très révélateur d'une période où la distribution des rôles est trouble. Il y a une logique sur le papier, après une logique sur le terrain. Parce que de fait, tu vois arriver des soldats étrangers sur ton territoire. Ouais. Et c'est, en particulier pour les gens qui étaient sur les côtes, c'est quelque chose qui, dans l'histoire du Maroc, ont toujours combattu. Depuis les Portugais. Depuis les Portugais, voilà, ça. Donc on a en mémoire depuis les Portugais. Hein. Voilà, donc qu'ils arrivent avec un contrat, quelle est la position de... C'est très compliqué. Hein, et on le voit dans les convulsions et les retournements de position de certains. Il y en a qui ont combattu, d'autres qui ont changé d'avis, comme celui de Haha, comme tu me dis. Issa Ben Omar qui, oui, ouvre la porte, mais bon, ne va pas jusqu'à faire la guerre à son voisin. Et en même temps, même c'est un moment difficile, quoi, y compris à comprendre un peu ce qui se passe. Hein. Eh ben, ça fait partie de nos paradoxes. En tout cas, ça a été la conclusion tragique, en quelque sorte, de ce personnage qui a vécu dans l'opulence et dans la richesse et qui a terminé sa vie dans l'extrême pauvreté, comme tant d'exclus, d'exilés, comme on dit, de l'intérieur, que ce soit lui ou les membres du gouvernement de Mohamed Bakim Khattabi dans le Rif, etc., etc. Écoute, merci beaucoup, c'était très riche. On a au passage compris un peu le fonctionnement de l'autorité avec un Qaïd qui est un peu tout à la fois, avec une artiste, une chanteuse qui se permet des insolences qu'elle va payer de sa vie, mais qu'elle va en même temps payer de la postérité qu'elle a acquis, et qui va porter la voix de sa tribu en lutte contre le Qaïd. On a compris également
tout ce qui s'est passé à l'arrivée des Français du protectorat, les luttes entre Moulay Abdelaziz et Moulay Hafid. On n'a pas parlé de Bouhamara, mais il est aussi dans le film, on est dans la même période, voilà. Un film très riche qu'on a déjà décrit dans d'autres podcasts, je vous invite à écouter, et qu'on a abordé encore une fois avec un angle local de la plaine atlantique de Abda. Merci beaucoup, si Mustafa. Merci. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.